Je vais juste rappeler ce qu'on a fait la dernière fois parce qu'il ne reste pas grand-chose pour aujourd'hui. Donc, on avait fait les isothermes de chimie-sorption. Donc, il y a les isothermes de physisorption et les isothermes de chimie-sorption. La physisorption se fait à basse température. Et on avait vu qu'il y avait deux modèles, le modèle de Langmuir et le modèle de BET. Et pour la chimie-sorption, on a vu déjà le modèle de Langmuir, donc il s'applique, en fait, quand le modèle de Langmuir, il s'applique et à une chimie-sorption et à une physisorption, mais on a aussi, d'autres modèles qu'on verra aujourd'hui justement. Donc, le modèle Langmuir, on l'a appliqué de deux façons. D'abord à une adsorption non dissociative, c'est-à-dire la molécule s'absorbe telle qu'elle est, par exemple N2, il s'absorbe en tant que N2. Deux molécules, elles sont absorbées en même temps. Ou alors une adsorption dissociative où la molécule, elle est coupée en deux. D'accord ? Donc, on avait trouvé que pour l'adsorption non dissociative, alors, voilà, on avait trouvé ça, on avait linéarisé comme ça. Donc, pour savoir si l'absorption se fait selon le modèle de Langmuir, alors le modèle de Langmuir, c'est quoi sa principale caractéristique? C'est qu'il suppose que les surfaces sont uniformes. D'accord? Donc déjà, quand le modèle de Langmuir s'applique, ça veut dire que la surface, elle est uniforme. C'est-à-dire que les sites, ils ont la même, si vous voulez, la même énergie pour attirer les molécules d'adsorbants. Donc, ah oui, pardon, je n'ai pas commencé à enregistrer. Aïe, aïe, aïe. Bien. Je rappelais ce qu'on a fait par rapport à la chimie-sorption, les modèles de chimie-sorption. Et donc, j'avais commencé par le modèle de Langmuir qui s'applique aux surfaces uniformes. Il s'applique de deux manières, soit à une adsorption dissociative, soit à une adsorption non dissociative. Pour l'adsorption non dissociative, on a cette loi-là. Elle est sur la page 4, regardez. 1 sur V adsorbé, en fonction de 1 sur P, c'est une droite. D'accord ? Maintenant, pour l'absorption dissociative, on avait trouvé 1 sur V adsorbé en fonction de 1 sur racine de P est une droite. D'accord? Et dans les deux cas, puisque c'est le modèle de Langmuir, les surfaces sont uniformes. On a fait aussi l'absorption toujours de manière uniforme, donc avec le modèle de Langmuir, le cas d'une adsorption compétitive, c'est-à-dire où on a plusieurs gaz. Et ça, c'est intéressant pour la cinétique, pour la catalyse, la cinétique catalytique, parce que quand on fait une réaction, on a forcément, on peut avoir un seul réactif, oui, mais souvent on a deux réactifs. Une réaction, c'est entre deux réactifs. Et donc, si c'est deux réactifs, ça veut dire que c'est deux gaz qui vont s'absorber. Et donc, l'étude des expressions de taux de recouvrement, du taux de recouvrement est intéressant pour la cinétique catalytique. C'est pour ça qu'on a vu juste le θ. C'est tout ce qui nous intéresse, au fait. Alors, bon, je ne vais pas reprendre la démonstration, mais on avait trouvé, c'est ça qui est important, que, regardez, pour le gaz A, c'est BAPA, θA, c'est-à-dire le taux de recouvrement en gaz A. C'est BAPA sur 1 sur BAPA plus BPB. Et θB, c'est BP, BB, PB sur 1 plus BA, PA. Vous le voyez devant vous. Pardon. L'essentiel, c'est que pour un gaz I, c'est BIPI sur 1 plus la somme sur I de BIPI pour chaque gaz. D'accord? Donc ça, c'est l'expression du taux de recouvrement d'un gaz I lorsqu'il y a plusieurs gaz qui peuvent s'absorber en même temps sur une surface d'un solide. Bien, on avait arrêté ici. Maintenant, on va passer aux surfaces non uniformes. Alors, justement,
On pense que même s'il y a des surfaces qui pourraient être uniformes, le cas général serait plutôt les surfaces non uniformes, quoique souvent on va supposer qu'elles sont uniformes, les surfaces, pour simplifier le problème. Bien. Alors, pour les surfaces non uniformes, pardon, on est là. Voilà. Est-ce que vous êtes tous sur la page 11? Très bien. Donc, regardez ce que j'ai dessiné. Ça, c'est important. Regardez bien ce que j'ai dessiné. J'ai dessiné, au fait, ça, vous l'avez déjà vu. Normalement, on le fait aussi en cinétique. Je l'ai fait avec vous au début du cours de catalyse. Alors, c'est quoi la différence entre uniforme et non uniforme? Justement, on va le voir tout de suite. Là, sur ce schéma, vous allez le voir. Regardez bien cette courbe. Vous l'avez déjà vue, on l'a déjà fait au début du cours de catalyse, mais vous l'avez déjà vu pour les réactions SN1, SN2, E1, E2. Vous dessiniez le diagramme énergétique. Ça, c'est donc les réactifs ici. Regardez ici, le gaz plus le site sigma sur le... Regardez, j'ai écrit ma réaction. Sigma plus gaz en équilibre avec sigma absorbé, le gaz absorbé sur le site sigma. Bien. Donc ici, c'est les réactifs. Ici, c'est les produits de la réaction. Et on a, le diagramme énergétique, en fait, il relate comment se fait la liaison entre G et sigma. Donc ça passe d'abord par un sommet d'énergie, ensuite ça redescend, puisque normalement, s'il y a réaction, c'est que les produits sont plus stables que les réactifs. Très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Donc, ici, quand je parcours la courbe de gauche à droite, c'est la réaction d'absorption, vous êtes d'accord? Mais si je la parcours dans l'autre sens, c'est la réaction de désorption. Est-ce que vous êtes d'accord? Dans l'autre sens, c'est la désorption. Bien. Très bien, merci. Donc, vous avez ici, cette grandeur, c'est l'énergie d'activation, l'énergie d'activation de l'absorption. Et dans l'autre sens, c'est l'énergie d'activation de désorption. Et regardez la différence entre les deux. C'est elle-même, c'est au fait moins delta H absorption. Est-ce que vous le voyez ça? Que la différence entre l'énergie d'activation de la désorption et l'énergie d'activation de l'absorption, c'est delta H absorption. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous me posez la question, c'est quoi la différence entre un site, une surface uniforme et une surface non uniforme? Regardez ce que je dis. Les sites d'absorption sont petits, dans le cas des surfaces non uniformes, les sites d'absorption sont petit à petit perturbés au cours de la réaction d'absorption du gaz sur les sites voisins, ce qui se traduit par une augmentation de l'énergie d'activation d'absorption. Donc, quand au début la surface elle est libre et que le premier atome arrive pour s'absorber, d'abord il a le choix entre plusieurs sites. Et en plus, tous les sites sont libres. Donc, quand il va se poser, il n'y a pas de problème. Il n'y a que son interaction avec le solide lui-même. Mais quand la surface elle commence à se peupler, et qu'il y a un atome qui y arrive pour s'absorber, le site sur lequel il doit s'absorber, il y a tellement de voisins qui se sont absorbés que ça devient difficile, l'absorption devient difficile. Et donc, ça se traduit par une augmentation de l'énergie d'activation de l'absorption. Au fur et à mesure que la surface se remplit, l'énergie d'activation n'est pas la même, elle va augmenter. D'accord? Alors, pour pallier à ce problème, pour ne pas être dans le cas des surfaces non uniformes, bon, on peut travailler. Exactement, exactement, exactement. Donc,
Et pour ne pas tomber, pour être dans les surfaces uniformes, qu'est-ce qu'on fait? On travaille à faible pression de gaz. Si on est à faible pression, ça veut dire que le taux de recouvrement il sera faible. Et donc, les molécules ne vont pas se gêner entre elles et l'énergie d'activation, elle va être pratiquement la même pour toutes les molécules. Donc, justement, c'est pour ça qu'après, pour la cinétique, on va souvent travailler à faible pression des gaz. D'accord? Donc, ce qui se traduit par une augmentation de l'énergie d'activation d'absorption au fur et à mesure que la surface est occupée. Alors, delta H absorption, valeur absolue, c'est Q absorption. Alors, regardez la relation entre delta H absorption et Q absorption. C'est égal à EA absorption, l'énergie d'activation de la désorption, celle-là, la rouge, moins l'énergie d'activation de l'absorption, la violette. Or, on vient de dire que quand θ augmente, l'énergie d'activation de l'absorption, elle augmente. Par conséquent, si l'énergie d'activation, elle augmente, celle-là, elle va diminuer en même temps. Parce que plus il sera difficile d'absorber, plus il sera facile de désorber. Donc, elles vont en sens inverse. Et comme on a cette relation entre les deux, lorsque θ augmente, l'enthalpie d'absorption, elle diminue. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sites les plus énergétiques sont occupés en premier. Ceux qui ont l'enthalpie d'absorption la plus élevée, ils vont, bien sûr en valeur absolue, vont être occupés en premier. En bas, les sites qui ont une enthalpie d'absorption faible, ils vont être utilisés à la fin. Très bien. Maintenant, il y aura deux approches justement pour traiter ces surfaces non uniformes. Il y aura l'approche de Temkin et l'approche de Freundlich. Temkin, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pardon, suivez avec moi, c'est simple. Temkin, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que l'enthalpie d'absorption, elle varie linéairement en fonction de θ. Tout simplement. C'est ça le plus important, ce qu'il a dit. Parce que ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Les sites de chimie-sorption sont petit à petit perturbés au cours de la réaction d'absorption. On l'a déjà dit. Donc, l'hypothèse de Temkin, la deuxième, c'est la plus importante. Delta H absorption varie linéairement en fonction de θ. Et elle diminue linéairement en fonction de θ. Très bien. Alors, comme delta H absorption, elle est liée à l'énergie d'activation d'absorption et à l'énergie d'activation de désorption, ah, très bien, c'est une bonne question. On revient ici. Alors, votre camarade, il dit, je ne comprends pas pourquoi, lorsque l'énergie d'activation, elle augmente, l'énergie d'activation de désorption, elle diminue. Alors, l'énergie d'activation, c'est l'énergie qu'il faut, regardez, elle va augmenter, elle va être là. D'accord? Alors, ce qu'il faudra comprendre aussi, c'est que ce G sigma, cette énergie d'activation, elle va augmenter. Ça ne veut pas dire qu'il sera toujours là. Il va augmenter lui aussi. C'est pas toujours le même, parce que c'est pas le même site. Parce que vous avez l'impression que ce G sigma il reste ici. Donc, si celle-là, elle augmente, cette énergie d'activation de désorption, elle devrait aussi augmenter. Je suis d'accord avec vous. Et ça, c'est si ce G sigma reste toujours à cette place-là. Or, c'est pas vrai. Il ne va pas rester toujours à cette place-là. Maintenant, comment le comprendre facilement? J'ai dit, dis-moi, lorsque θ augmente, le taux de recouvrement augmente, l'énergie d'activation de l'absorption, elle augmente. Ça, c'est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que justement, plus qu'il y a une rachée, plus les sites d'absorption ils sont perturbés. Et donc, quand le gaz il va arriver, il attire moins et c'est plus difficile pour eux d'attirer. C'est toujours les premiers qui se servent, au moins ils se servent facilement. Parce qu'il n'y a pas de monde. Plus il y a de molécules sur le solide, et plus il y a de molécules sur le solide, et plus l'absorption, elle
elle est difficile. Donc l'énergie d'activation de l'absorption, elle devient grande. Maintenant, si une molécule essaie de partir, si sur ce même site-là, où il a été difficile d'accrocher une molécule, est-ce que la désorption va être facile? Je vous pose la question. Ce sera facile. Et c'est pour ça que l'énergie d'activation de la désorption, elle va diminuer. Comprenez? Très bien. Donc on continue. Alors, j'ai dit que selon Temkin, je suis sur la page 12, je suis sur la page 12, que selon Temkin, l'enthalpie d'absorption va diminuer en fonction de θ. Donc, il écrit l'énergie d'activation exactement. C'est exactement M. Farrokh. Alors, Farrokh, il dit, puisque le site il est perturbé, donc il est plus facile pour lui de libérer une molécule que de la fixer. C'est exactement ça, en fait. Donc, puisque delta H absorption, elle est liée à l'énergie d'activation de l'absorption et à l'énergie d'activation de la désorption, les énergies d'activation d'absorption et de désorption, il les écrit sous forme linéaire. Hadi, elle augmente en fonction de θ, donc il a écrit Aθ plus B. Hadi, elle diminue en fonction de θ, donc il a écrit D moins Cθ. D'accord? Bien. Donc, en utilisant la loi d'Arrhenius, la loi d'Arrhenius, c'est la loi, alors ça, c'est la constante de vitesse, K. Égale à A, c'est une constante exponentielle, moins EA, l'énergie d'activation sur RT. Si je dois l'appliquer à l'absorption et à la désorption, K absorption va être égal à A absorption exponentielle moins EA absorption sur RT. Et K désorption, c'est A désorption exponentielle moins EA désorption sur RT. Là, j'ai rien fait. J'ai juste appliqué la loi d'Arrhenius aux constantes de vitesse de l'absorption et de la désorption. C'est OK jusque-là? Bien. Maintenant, on va appliquer au modèle, aux vitesses d'absorption et de désorption. La vitesse d'absorption, c'est K absorption fois M moins θ fois sigma T fois P. Ça, c'est ce qu'on a vu avec toutes les absorptions. C'est toujours ça. D'accord? Donc, j'ai remplacé K absorption par la valeur de ce qu'on vient de dire. A absorption exponentielle moins EA absorption sur RT. Et là, ça reste la même chose. J'ai remplacé EA absorption par Aθ plus B. C'est ce qu'on a fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez, j'ai enlevé la partie où il n'y a pas θ à part. B sur RT, je l'ai séparé de Aθ sur RT. Et je vais avoir, regardez bien, c'est tout. Je vais laisser comme ça pour le moment. De même, pour la désorption, on va écrire la même chose. V désorption, K désorption, θ sigma T fois P. K désorption, θ sigma T. D'accord? Il n'y a pas P, bien sûr, parce que c'est la désorption. On est dans le sens inverse. Je vais réécrire ici la réaction de l'équilibre de l'absorption. Comme ça, on comprend mieux ça. Je vais le rajouter, je le note. Ajouter, réaction, page 13. Voilà. V désorption, c'est K désorption, θ sigma T. V désorption, c'est A désorption exponentielle moins EA désorption sur RT fois θ fois sigma T. La même chose, j'ai séparé le terme exponentiel, l'effet θ, et celui qui ne contient pas θ. C'est tout. À l'équilibre, puisque c'est une réaction équilibrée, la vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction indirecte. La vitesse d'absorption est égale à la vitesse de la désorption. Pardon? Donc, je fais l'égalité entre les deux équations que je viens de trouver. Et j'englobe, regardez, je ramène les termes qui n'ont pas θ de ce côté-là et les termes qui ont θ de ce côté-là. Donc, regardez ce que j'obtiens.
A adsorption exponentielle moins B sur RT divisé par A désorption exponentielle moins D sur RT fois P. Donc j'ai divisé par A désorption exponentielle moins DRT. Et j'ai divisé aussi par 1 moins θ, de manière à ce que de l'autre côté, je vais avoir θ sur 1 moins θ, exponentielle Cθ sur RT, sur exponentielle moins 1 θ, moins Aθ sur RT. Et si je ramasse les exponentielles ici, je vais avoir θ sur 1 moins θ, exponentielle C plus A fois θ sur RT. D'accord? Bien. On pose A adsorption exponentielle moins B sur RT égale K adsorption 0. Pourquoi j'ai mis 0? Parce que justement, ce terme-là, c'est pour θ égale à 0. Regardez, si je reviens vers K adsorption, la définition de l'oula, non. Regardez, ici, K adsorption, ici je suis là. Si je remplace θ par 0, je vais avoir A adsorption exponentielle moins B sur RT. Voyez? Donc, c'est la vitesse d'absorption pour un taux de recouvrement nul. La même chose pour la désorption. Et on va noter aussi C plus A. On va voir, non, A et B et C, on va voir avec ce qu'on va les trouver. Pour le moment, on essaie de trouver justement l'équation de Temkin. Et c'est le traitement qui va nous permettre de calculer justement certaines, pas toutes, mais certaines des constantes. Merci. Et on va noter gamma égale C plus A sur RT. Très bien. On note K adsorption sur K désorption B0. Coefficient d'adsorption à θ proche de 0, puisque B0, c'est toujours K adsorption sur K désorption. KB en général, c'est K adsorption sur K désorption. Et là, c'est défini pour θ égale à 0. Donc, je l'ai noté B0. C'est le coefficient d'adsorption à θ qui tend vers 0. On va avoir donc que ça va être donc B0 fois P égale θ sur 1 moins θ exponentielle gamma θ. Ça devient très simple. C'est ce qu'on appelle l'équation de Temkin. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre, l'équation? On vient de la trouver. Très bien. Il y a θ, il y a la pression, c'est très bien. Donc, c'est une équation d'une isotherme. Mais, comment la travailler? Alors, on va prendre le log des deux côtés. Log B0P égale log de θ sur 1 moins θ plus gamma θ. À recouvrement moyen, log de θ sur 1 moins θ est négligeable. Pourquoi? Parce que recouvrement moyen, ça veut dire que θ égale à peu près à 1 moins θ, parce qu'on a fait la moitié, si vous voulez. Donc, log de B0, j'ai dit que à recouvrement moyen, ce terme est négligeable. Log de B0 sur P, log de B0P, ça c'est négligeable. C'est pratiquement égal à 1. En fait. Le log est égal à 0, pardon. θ sur 1 moins θ pratiquement égal à 1. Et donc, je vais avoir, ça va simplifier à log B0P égale gamma θ. Θ égale à 1 sur gamma log de B0 fois P. Ou alors, θ égale à 1 sur... Ça, c'est équivalent. Tout ça, c'est équivalent. D'accord? On continue. θ, rappelez-vous, c'est toujours V adsorbé sur Vm, V maximum. D'accord? Donc, V adsorbé égale à Vm, un gamma log de B0 sur P. Si je veux tracer, moi je sais que ce que j'ai. Dans une isotherme, qu'est-ce que je peux avoir? La pression à l'équilibre avec le volume adsorbé. Donc, si je dois tracer V adsorbé en fonction de P ou ln de P. Et d'après cette équation, je vais tracer V adsorbé en fonction de ln de P. D'accord? Et alors, B, elle est appelée la constante de Temkin. Comme on vient de le voir,
B, en fait, c'est, regardez, B, c'est Vm fois 1 sur gamma. Donc, et gamma, c'était C, rappelez-vous, c'était A plus C sur RT. Donc, elle a une relation avec, déjà, elle dépend de la température et elle a une relation avec l'enthalpie d'absorption, d'absorption. Et B0, c'est la constante d'équilibre d'absorption correspondant à l'énergie de liaison maximale. Si vous vous rappelez, on avait dit à θ égale à 0. Et justement, à θ égale à 0, on avait dit que les premiers sites à être occupés, ce sont les sites les plus énergétiques. Donc la valeur de B0 va me donner justement la constante d'équilibre à θ égale à 0. Et ça, c'est très, très intéressant. Bien, donc on peut facilement vérifier que le modèle de Temkin est suivi en traçant V adsorbé égale à F en fonction de Ln de P. Bien. Ça, c'est l'isotherme de Temkin. On vient de finir. On a bientôt fini, hein, c'est bon. L'isotherme de Freundlich. Alors, ce qui est génial, c'est que Freundlich, c'est une équation. Vous êtes sur la page 16. Freundlich, c'est une équation empirique. Je mets un empirique tirée de l'expérience, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, on ne peut pas la démontrer. D'accord? Alors, son approche à Freundlich, il dit que l'enthalpie d'absorption, elle ne varie pas de façon linéaire, mais de façon exponentielle en fonction de θ. Et lui, la fonction, c'est V adsorbé égale à Vm, B fois P à la puissance n. Avec n supérieur à 1, B et n sont deux constantes. B est appelée la constante de Freundlich et n. Alors B, ça n'a rien à voir avec le B qu'on vient de voir, mais je n'ai pas trouvé autre chose. C'est souvent noté B, donc j'ai laissé B. Et n, c'est l'intensité d'absorption et elle est facilement linéarisable. Ça donne ln de V adsorbé égale ln de Vmb plus 1 sur n fois ln de P. Donc, pour vérifier si on a le modèle de Freundlich, on trace ln de V adsorbé en fonction de ln de P. Et si on le fait à différentes températures, la valeur à laquelle se rencontrent toutes les courbes, c'est quoi à votre avis? Eh bien, c'est Vm. Vmax ou Vm. Donc, on obtient ainsi une droite pour chaque isotherme qui converge en un point qui est V égale à Vmax. La façon pour déterminer Vmax ici, c'est de tracer plusieurs isothermes, pas une seule, mais plusieurs isothermes. Ça, c'est donc pour le modèle de Freundlich. Le dernier point, c'est la chaleur et enthalpie d'absorption. D'abord, je vais encore redémontrer que les processus d'absorption sont exothermiques. Regardez. On a dit l'absorption de molécules de gaz, elle se traduit par une immobilisation de ces molécules à la surface du solide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'entropie va diminuer. Est-ce que vous êtes d'accord que lorsque le gaz il passe de la phase gaz à la phase adsorbée, l'entropie diminue? Rappelez-vous, l'entropie, elle mesure le désordre. Donc, il est tout à fait clair que lorsqu'un gaz s'absorbe, son entropie elle diminue. Parce qu'au début, les molécules elles étaient gazeuses et maintenant, elles sont je ne veux pas dire plus stables, non, plus organisées, plus ordonnées. Dans le gaz, elles bougent dans tous les sens, mais sur la surface, là, elles sont fixées. Elles bougent un peu, mais beaucoup moins que quand elles étaient dans la phase gaz. Donc l'entropie diminue. Et comme le processus il a lieu, la réaction elle a lieu, donc ça veut dire que delta G est négatif. L'enthalpie libre elle est négative. Delta G négatif, delta S négatif, donc delta H est forcément négatif. Et donc les processus d'absorption sont exothermiques. Alors, on définit une chaleur très spéciale qu'on appelle la chaleur isostérique d'absorption. Elle correspond à la variation d'énergie pour un recouvrement constant de la surface. Elle est utilisée dans le cas des surfaces non uniformes où la chaleur d'absorption dépend du taux de recouvrement. Donc, la chaleur isostérique, c'est la chaleur dégagée par l'absorption d'une quantité de gaz
d'accord? Avec un taux de recouvrement constant. Donc, on choisit un taux de recouvrement constant. On va voir comment est-ce qu'on va le faire. La mesure, je passe directement à la mesure expérimentale de la chaleur d'absorption. Ça c'est ce qu'on a fait dans l'exercice. On n'a pas pu faire dans l'exercice d'hier. Alors, A, cas des surfaces non uniformes. Donc, et là, on va définir la chaleur isostérique. Donc, isostérique, c'est la chaleur dégagée par l'absorption d'un gaz à taux de recouvrement constant. Alors, rappelez-vous, on travaille pour un équilibre. Et donc, ça vous rappelle quoi, l'équation D de log de P sur dt égale à Q iso sur ST au carré. Ça vous rappelle quoi? Est-ce que vous connaissez une loi comme ça? Ça devrait vous rappeler la loi de Van 't Hoff pour les équilibres chimiques. D de log de K sur dt égale à delta H sur RT au carré. Voilà, très bien. Donc à partir de là, on peut déterminer justement Q iso. Donc j'ai 1 sur T au carré. Regardez, 1 sur T au carré fois dt, c'est moins D 1 sur dt. La dérivée de 1 sur T, c'est 1 sur T au carré fois dt. Regardez ce que ça va me donner. D de log de P sur dnt à θ constant égale à moins Q iso sur R égale à delta H isostérique sur R. Donc, il suffit de tracer ln de P en fonction de 1 sur T pour avoir une droite de type avec la pente égale à delta H iso sur R. D'accord? Et comment est-ce qu'on fait? On réalise différents isothermes à différentes températures et on détermine la pression correspondant à un recouvrement θ donné, 25% de recouvrement. Je note toutes les pressions qui correspondent à θ égale à 25. Une fois que j'ai ça, je trace ln de P en fonction de 1 sur T. J'ai déterminé toutes les pressions qui correspondent à 25% de recouvrement pour les différents isothermes. Donc, j'aurai plusieurs températures. Et la pente de la droite, c'est delta H isostérique. Très bien. Le dernier point, j'ai terminé. Maintenant, pour les surfaces uniformes. Là, on va travailler à partir du modèle de Langmuir. Rappelons maintenant la signification de B, ce qu'on appelle le coefficient d'absorption. Je viens de le dire, c'était B égale K absorption, K la constante de vitesse de l'absorption, sur K désorption, constante de vitesse de désorption. Or, K absorption, je viens de l'écrire ça aussi, c'est A, ça c'est la relation d'Arrhenius. Je l'ai écrit aussi pour K désorption. Et B, c'est K absorption sur K désorption. Donc B, je fais le rapport entre les deux, comme je l'ai fait pour l'équation de Temkin. C'est de la même manière, sauf qu'ici, quelle est la différence ici? J'attends une réponse. Quelle est la différence maintenant? Rappelez-vous, nous sommes dans le cas de surface uniforme. Les EA, oui. Les EA sont comment? Exactement. C'est la même énergie d'activation d'absorption et la même énergie d'activation de désorption pour tous les sites et pour tous les taux de recouvrement. Donc, c'est constant. Elle n'est pas EA absorption et EA désorption sont constantes. Elles ne dépendent pas de θ. C'est exactement ça. Donc, B, ça va être égal exponentielle. J'ai oublié quelque chose ici. Pardon. J'ai oublié. Pardon, je vais le rajouter tout de suite parce que sinon.
Ah, voilà, voilà. Voilà. B, c'est A adsorption sur A désorption exponentielle, moins EA adsorption plus EA désorption sur RT. B, donc, alors regardez, c'est pas B0. J'ai noté, voilà, j'ai noté B degré. C'est pas B0. C'est au fait, ce petit B degré, c'est au fait le rapport des constantes de l'équation d'Arrhenius. C'est tout. Pour l'absorption et la désorption. Égale exponentielle. Ça, moins EA adsorption, EA désorption, moins EA adsorption, c'est Q adsorption justement. On l'avait écrit pour l'équation de, on peut le voir ici. C'est la chaleur d'absorption. Et donc, la linéarisation. Je suis sur la page 21, la dernière page. Vous êtes avec moi? Donc, pour linéariser, je prends le log des deux côtés, lnb égale lnb0 plus Q adsorption sur R fois 1 sur RT. Et le tracé de ln de B en fonction de 1 sur T, eh bien, il donne une droite. Et la pente conduit à la détermination de Q adsorption, qui est égale à moins delta H adsorption, et c'est égal à la pente fois R. D'accord? Maintenant, on peut le faire aussi plus facilement. Au lieu de prendre une droite, on peut le faire avec deux températures. On peut déterminer la chaleur d'absorption juste avec deux expériences, donc avec deux températures. On aura deux valeurs de B, B1 et B2. Et B1 divisé par B2, ben B0 il va partir parce que c'est des constantes. Exponentielle, Q adsorption, elle est constante, et RT1, RT2. D'accord? On peut le faire de deux façons. Soit on fait juste deux températures, soit si on a, bien sûr, si on peut faire à plusieurs températures, c'est mieux. Voilà, c'est tout. Donc, là, j'ai fini le chapitre adsorption. Après l'Aïd, Inch'Allah, il nous restera deux exercices, la série catalyse. Et après l'Aïd, Inch'Allah, on fera d'abord un cours de cinétique de 2 heures, où on finit les réactions successives en un seul coup. On ne pas couper, comme ça on le fait en une seule fois, c'est mieux. Et il restera donc un cours de cinétique et un cours et demi de cinétique. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc vous, ce que vous faites maintenant, un résumé avec les différents modèles d'absorption, physisorption et chimisorption. C'est tout. Y a-t-il des questions? Samedi, et le cours sur les réactions successives